Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi de 15 heures à 16 heures sur Canal Algérie et en direct. Vous l'avez compris, depuis le début de cette saison, on travaille beaucoup sur la préservation du patrimoine culturel algérien et nous avons l'occasion aujourd'hui et l'honneur de recevoir cet après-midi Madame Hassiba Boufedji, designer écolo qui œuvre à travers ses réalisations à la sauvegarde de notre patrimoine. Et puis, nous aurons également avec nous un jeune designer aussi, Abdeljalel Chib, qui est installé à l'étranger depuis quelques années. Il représente l'Algérie et toutes ses créations à l'étranger, notamment en Europe. Et puis, Abdeljalel est designer. Il est lauréat du prix du talent innovant au concours de la mode du monde arabe tout récemment. Et ça sera l'invité de notre chroniqueuse Anissa Houssine en fin de cette émission. Et on commence cette émission avec une chanson du groupe Edzaïr, reprise de Hadj Mrizaq, et on revient juste après.
Une belle reprise de Hadj Mrizaq, donc chantée, interprétée par le groupe Edzaïr. Et justement, dans la préservation de notre patrimoine algérien, nous avons le plaisir de recevoir Hassiba Boufedji, comme annoncé au sommaire de cette émission. Bonjour Hassiba. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir, Hassiba. Je suis ravie d'être là. Nous ça fait aussi. pas longtemps que je suis passée sur un canal Algérie. Exactement. Lilia Khaled, d'ailleurs, que je salue. D'accord. Je suis contente de revenir encore une fois. Oui. Pour parler de votre travail. De oui, ce que entre vous autres, et surtout du patrimoine algérien qu'il faut absolument préserver. Exactement. Alors, une ancienne des Beaux-Arts, Hassiba, qui a fait de l'animation. Elle a fait un passage à la radio algérienne. Et puis aujourd'hui, artisane, designer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et vos débuts? Ça va prendre du temps. Je ne suis pas si jeune que ça. Bon, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, j'ai fait aménagement, donc je suis architecte d'intérieur. Et je conçois des espaces et des objets. Donc en premier lieu, c'est ça mon travail. Et l'idée était de développer un peu les choses qui font partie de notre patrimoine, de notre histoire. J'ai baigné dans ça. J'ai toujours évolué dans des lieux et dans un environnement où la culture algérienne était présente. Que ce soit chez moi à la maison, que ce soit à travers les voyages, que ce soit à travers plein de rencontres, etc. Donc il y avait matière à faire. Pourquoi aller dessiner une chaise hyper contemporaine qui ne raconte aucune histoire alors qu'on peut travailler sur une radatana qui est propre à nous, qui raconte notre propre histoire. Donc l'idée était vraiment de pouvoir travailler sur des éléments qui font partie du patrimoine, de les préserver d'abord, parce que préserver le savoir-faire, et en même temps de les faire évoluer pour qu'ils répondent à des besoins d'aujourd'hui. Parce que quelque chose qui ne répond pas à des besoins d'aujourd'hui, on la laisse tomber. Donc que ça devienne un produit de consommation. C'est à peu près, pour résumer un petit peu mon parcours. Donc ça a démarré comme ça. Après, il y a eu de la prospection, bien sûr, à travers des voyages en Algérie. C'est toujours merveilleux de voyager. D'ailleurs, j'étais hier à Timimoun. Vous rentrez de Timimoun. Je rentre de Timimoun avec plein d'images, avec plein de rencontres. Et c'est ce genre de voyage et d'escapades, si je peux dire ça, qui vous inspire dans votre travail? Parce que ces escapades, moi, me permet dans mon travail de pouvoir déjà avoir un lien avec des gens extraordinaires et de réaliser des ateliers. Des ateliers qui nous permettent de répertorier toutes les techniques de fabrication. Donc il y a un travail de recherche. Après, d'apporter une vision contemporaine dans le sens où il y a un développement de produit pour que le produit puisse avoir comment on appelle ça, un retour, que ce soit localement, sur le plan national, c'est-à-dire toute l'Algérie, et sur aussi chercher des marchés internationaux qui seraient très intéressants pour tout le monde, pour créer une économie derrière tout ça. Justement, en parlant de marché international, vous avez été la seule, si je peux dire, la seule artisane qui a exporté et a fait l'expérience de l'exportation de ces produits à l'étranger. Comment ça a été? Ça a été très compliqué. Oui, justement. Au lieu que ça dure 3 mois, ça a duré 9 mois. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'en rigole parce que après, ça fait toujours une expérience pour une artisane. En 2018, je me rappelle très bien. Ça remonte à moi, j'ai une carte d'artisan. Ça veut dire que mon statut, sur le plan légal, c'est l'artisanat. Donc, un artisan a tout à fait le droit d'exporter. Sauf que pour des raisons d'administration, etc., logistique, etc., donc c'est très compliqué. C'était vraiment une première. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont aidé à pouvoir faire sortir le conteneur qui a été à bon port, etc. Mais ça a été quand même une expérience très difficile et d'ailleurs j'en profite pour demander aux autorités de faciliter plus l'export, bien sûr, l'export des produits artisanaux vers l'étranger. Très bien. Vous êtes connue, alors Hassiba, pour votre le design écolo. Quels sont donc les matériaux écologiques utilisés le plus souvent dans vos travaux? D'abord, c'est de l'éco-design. C'est-à-dire quand on parle d'éco-design, d'abord c'est une matière première localement disponible. C'est-à-dire qu'on ne va pas la chercher, il n'y a pas comment on appelle ça, il n'y a pas on ne transporte pas ça, donc c'est localement disponible. Après, il y a du recyclage qu'on peut faire avec des déchets issus, par exemple, des industries du textile. Il y a les sacs en plastique. Chaque région a
comment on appelle ça, À ses ses propres matières de recyclage. Et chaque région a ses propres, comment on appelle ça, matières disponibles, que ce soit des fibres naturelles comme la laine ou des fibres naturelles comme le palmier, dôme, on peut en citer plusieurs. Donc tout dépend des régions. Mais généralement, c'est des matières naturelles, localement disponibles, plus des matières qu'on intègre. Par exemple, dans le domaine du tapis, j'ai beaucoup travaillé avec des artisans où on a intégré les déchets du textile. C'est-à-dire on récupère le textile qui n'est pas utilisé. Mais de toute façon, j'ai rien inventé. Ça existe dans la tradition. Ça dépend dans quelle région. Avant, les femmes tissaient avec les bouts de tissu. Par exemple, du côté de l'Est, ça s'appelle bout de tchiller. Parce que tchiller, il le retravaille, il le tisse. C'est-à-dire c'est aussi de la il récupère ça. Parce qu'avant, on ne jetait rien. On récupérait tout. Et il faut revenir vers ça. Justement, on est à la veille de la saison estivale et on va regarder une vidéo où vous produisez donc des parasols propres à Hassiba. On va regarder tout de suite. Une collection printemps-été 2025. Le thème principal de cette vidéo, ça va être le parasol. Allez, Voilà, donc retour au parasol ça donne envie d'aller à la plage. Exactement, surtout qu'il fait beau, chaud aujourd'hui. Très chaud aujourd'hui. Exactement. Il fait plus chaud qu'à Timimoun. C'est vrai? C'est un truc de fou, oui, complètement, je confirme. Après, peut-être c'est le taux d'humidité aussi à Alger. Je pense, oui. Après, donc voilà, donc on vient de voir une vidéo Hassiba où on voit vous avez un retour des parasols, des anciens parasols. Anciens parasols, parce que les Justement, anciens parasols. quels sont les matériaux que vous avez Par exemple, là, c'est utilisés? 10, c'est une fibre naturelle qui pousse au nord, qui est fine en fait. Elle ressemble beaucoup à l'halfa. L'halfa, elle est fine. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un bouquet, on peut la travailler, on peut la tisser, etc. C'est un savoir-faire. Moi, j'ai réalisé ces parasols avec Jamel qui se trouve à Astawali, qui a un savoir-faire extraordinaire. Il va, il la récolte, il maîtrise toute la chaîne de valeur qu'on appelle. Donc, il récupère le 10, il le ramène, il le tisse avec du fil très fin de fer et il le travaille sur une structure. Et ça donne un parasol naturel, joli, esthétique. Après, on peut le transformer en luminaire, comme on peut lui donner, on peut lui donner une fonction en lui rajoutant un système d'éclairage. Même, j'en ai fait des petits pour les petits espaces, pour un petit balcon, pas forcément pour des grandes maisons aussi. Il faut s'adapter aussi aux besoins de chaque personne. D'accord, d'accord. Donc, on a vu, donc c'est un travail qui a été fait en collaboration donc avec un autre avec des artisans, avec d'autres artisans. Donc vous avez des collaborations comme ça, Hassiba. Donc vous ne travaillez pas seul la plupart du temps. La conception se fait à Alger. Donc j'imagine des prototypes, des concepts, etc. Après, quand on passe à la réalisation, c'est ça, mon métier, c'est d'aller prospecter des savoir-faire qui peuvent me réaliser le prototype de base, l'idée de base. Après, il y a des changements parce que l'idée évolue, bien sûr, mais il faut se poser, rester avec eux, discuter, faire des essais, il y a des ratages, il y a des connexions. Il y a des prises de tête aussi, mais c'est des échanges. Et puis moi, je vais dans des régions où je m'installe avec... Je travaille beaucoup avec les femmes, donc je m'installe avec elles. On discute, je connaissent ma vie, je connaisse leur... C'est-à-dire que tout ça, c'est important, parce que l'échange est très important pour savoir si la femme est mariée, donc si elle a des enfants en bas âge, elle va travailler peut-être 2-3 heures sur un produit, l'autre qui est un peu plus libre, donc elle va travailler. C'est aussi pour
connaître disponibilité. aussi leur disponibilité et quand on a une commande, on pourra aussi avoir une idée sur les délais de réalisation parce que c'est important. Bien sûr, c'est Voilà, normal. donc ça va de soi. exactement. Et puis travailler réellement, tisser, si c'est sur le tapis, c'est savoir maîtriser le métier à tisser. Si c'est la vannerie, c'est comment on fait les techniques de tressage, comment on fait les paniers, parce que c'est des techniques complètement différentes. Et aussi qu'elles prennent conscience aussi qu'il faut abandonner les teintures chimiques et aller vers des teintures naturelles ou minérales ou végétales parce que ça se trouve dans la nature, ça n'abîme pas leur santé. Donc tout ça, c'est des prises de conscience qu'on a autour d'un thé avec de bonnes cacahuètes. C'est normal. Voilà, tout ça. Généralement, dans le sud, c'est ce qu'on trouve. Exactement, un bon thé. Et parce que les choses ne se font pas tout de suite. Oui. Les gens, on doit prendre le temps de discuter parce que chaque artisan a ses propres envies, elle a ses propres ambitions. Il y en a qui veulent aller très loin. Il y en a qui se disent non, moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler chez moi, entre la Asr ou le Maghreb. Oui. Voilà, donc chacune son rythme, chacune ses envies. Donc on ne peut pas venir en disant. Et vous êtes obligé de justement de. C'est pas une obligation, au Oui, contraire. mais après, oui. C'est aussi parce que c'est de les mettre à l'aise. De les mettre à l'aise parce ça. que c'est un projet qui nous unit toutes en fait. Elles sont aussi responsables que moi. Très bien. Donc on place à présent à la décoration. Vous faites beaucoup de décoration. Ouais, et vous c'est mon proposez produit. beaucoup de produits de décoration. On va voir une vidéo. On regarde une vidéo et on revient. البوتيك تاعي الفيسبوك تاعي لا بيلاجيك اليوم نقترح عليكم كيفاش نكونوا ان اسباس avec des objets issus du patrimoine culturel algérien mais modernisés. Je vous propose une belle installation. Suivez-moi. Sympa, Hassiba. On voit qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour avoir quelques articles de décoration et surtout avec cette touche DZ. Oui, mais c'est que des produits issus d'abord, c'est des produits fabriqués et réalisés en Algérie, avec une matière première algérienne. Et inspirés du patrimoine algérien. Tout à fait. Reconnaît on voit le couffin, voilà, on dôme, reconnaît, par exemple, là, il y avait des poteries qui sont réinterprétées. Mais on reconnaît un peu la poterie algérienne, qu'elle soit du nord, du sud. Exactement. Donc, tout ça, c'est des choses qui font partie du patrimoine et on peut parfaitement les moderniser, avoir un intérieur qui propre donc qui nous ressemble, à notre qui patrimoine, nous parle, à notre société et puis qui nous parle, qui est algérien à 100%. Qui nous habite parce que c'est quand on va dans des intérieurs d'autres personnes, d'autres nationalités, on reconnaît très bien leur touche. Donc ça serait bien qu'on reconnaisse la touche algérienne aussi. Et je pense qu'il y a un retour vers cela, Hassiba, vous êtes d'accord? Oui. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. S'il y a un engouement autour de ça, ça ne va faire que faire évoluer les esprits, faire évoluer, surtout préserver, et puis faire travailler. La préservation des savoir-faire est la plus importante dans n'importe quel domaine de l'artisanat. Si quelqu'un s'intéresse aux bijoux, s'intéresse au tapis, je ne sais pas, je peux citer plein de domaines d'artisanat. C'est toujours intéressant parce qu'il y a de la recherche, parce qu'il y aura une demande, parce que voilà, la broderie, l'habillement, tout ça, ça se rejoint parce que ça fait partie du patrimoine. On remarque cet engouement à travers donc, les salons et les expositions qui sont organisées un peu partout à travers le territoire national. Et cet engouement du public, donc des Algériens, vers ce genre de produits, ils s'intéressent
s'intéresse de plus en plus à, par exemple, un tapis qui est fait à la main par des artisans algériens que d'un produit industriel importé de l'étranger. Oui, je pense qu'il y a un souci, comment on appelle ça? Il y a la nouvelle génération, hein. Je ne parle pas de l'ancien Hnaya, hein. On n'est pas vraiment ancien, non? Non, moi, je parle de moi. C'est très bien parce que on a besoin, nous avons besoin d'affirmer notre identité à travers un objet, quel que soit. Parce qu'on a toujours des souvenirs. Moi, j'ai toujours des souvenirs de le repas de ma grand-mère. J'ai toujours des souvenirs du morfa. Quand je vois un morfa, ça me touche parce que ça fait partie de. Donc, on a toujours besoin d'avoir cette appartenance de l'objet parce que notre identité. Hein. Voilà, parce qu'il fait partie de notre identité. Et donc, je pense que ces jeunes-là ont besoin de ça, ont besoin de ce genre de support parce que c'est notre histoire. Et celui qui n'a pas, d'histoire ne peut pas avoir un avenir, tout simplement. Oui, complètement. C'est ça. Et vous avez donc exposé vos produits, vos créations dans des expositions, donc des salons, que ce soit donc des salons nationaux ou même à l'étranger. Oui, j'ai beaucoup exposé, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. J'ai beaucoup participé à des salons professionnels grâce à la NART. Qui était l'agence nationale de la promotion du produit d'artisanat. On a fait maison et objets pendant des années. D'ailleurs, c'était grâce à M. Benlabat et Mme Barchis que je salue. C'était une très belle expérience parce que l'idée était de faire le salon 3-4 fois et d'accompagner les artisans à le faire. Moi, j'avais une partie, j'exposais et en même temps, j'accompagnais les artisans à développer un produit qui répond à la demande du salon. Parce qu'on ne peut pas venir avec un produit comme ça. Il faut répondre à une demande du salon et donc les accompagner après un soutien de plusieurs saisons, parce que c'était par saison. Après, le faire tout seul. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'on a eu des retours extraordinaires. On a vendu, je me rappelle, il y avait l'acheteuse des musées de France qui était venue et le musée du Louvre a acheté la céramique algérienne. Donc, il y avait aussi l'Institut du monde arabe. On a eu quand même des marques qui étaient quand même assez prestigieuses qui s'intéressaient aux produits algériens. C'est normal, ça va de soi. Hassiba, on a vu défiler donc une vidéo de vous portant le hayek et un tissu donc que vous avez utilisé pour créer donc des kimonos. Exactement. Faits à base donc du tissu de l'hayek. Oui, exactement, parce qu'il est quand même emblématique ce tissu. Donc c'était la collection, je pense, printemps-été 2025, donc l'an dernier. Oui, et c'était aussi c'était un clin d'œil déjà parce qu'il représente non seulement la féminité et en même temps il représente un élément de résistance extraordinaire. Je veux dire que je vous laisse. Oui. Non, continuez. Donc voilà, c'est au-delà, c'est vraiment, c'est le symbole même de la femme algérienne à travers sa féminité et à travers sa résistance. Et pouvoir le traduire avec ce tissu-là qui est tissé main, qui est fait à base de fil de soie. Le savoir-faire ne s'est pas perdu. Ce hayek, je l'ai réalisé à Tlemcen. Donc, c'est fait en Algérie, c'est pas acheté dans un autre pays. Bien sûr. Donc du coup, c'était un petit clin d'œil pour le voir sur un habit qu'on peut porter tous les jours, parce que c'est compliqué de porter le hayek. Il faut vraiment... Avec une touche de modernité. Voilà, avec une touche de plus facile à porter, plus facile à... Et aussi pour le mettre au goût du jour, pour que le savoir-faire ne se perd pas. Exactement. Même s'il y a toujours une demande sur le hayek, nos filles, quand elles les mariées, quand elles sortent de chez elles, elles portent le hayek. Il y a toujours on peut l'utiliser aussi sur d'autres... Exactement, on peut l'utiliser sur d'autres éléments aussi. Donc, le retour par rapport à ce kimono fait à base du tissu de hayek. C'était un super retour. Les gens ont tout de suite compris, ils ont été sensibles à ça parce que quand on touche la sensibilité des gens à travers des choses qui font partie de leur histoire, il y a toujours un retour direct. Oui. Cette préservation, donc le patrimoine, vous le portez même à travers ce petit blouson que vous portez aujourd'hui. Donc c'est la couleur du Shanghai. Exactement. Oui. Et donc, une tenue algéroise. Oui, de garçon. Oui, de garçon. Oui, que vous portez très bien. Donc j'aime bien. Voilà, par exemple ça, je suis complètement habillée d'une manière moderne, mais il y a une touche locale. Exactement.
Exactement, vous le portez super bien. On a reçu un invité tout récemment, donc je pense en début du mois de Ramadan, et qui portait justement un restaurateur. Oui. Et que tout le monde porte le Tchongaï dans le resto. C'est une touche algérienne, justement. Surtout algéroise. Hein. Conserve. Donc voilà, on salue aujourd'hui d'ailleurs les restaurants de Maqnin qui a oui, justement. Sofiane. Voilà, Sofiane, Ah, tout d'accord. à fait. Je connais bien Sofiane. Voilà. Donc tout le staff, donc les serveurs lui-même portent le Tchongaï dans le c'est très restaurant. bien. sûr. C'est un bel hommage d'abord à tous les chanteurs shahabi, parce que je pense que c'est eux qui ont le plus véhiculé cette C'est ça, image-là, exactement. au-delà des comment on appelle ça, des pêcheurs. Des parce pêcheurs que, aussi. Voilà, aussi. Oui. Mais il a quand même c'est aussi un symbole. C'est un symbole, tout à fait. Le Tchangay est un symbole. Puis c'est beau, c'est beau comme le Hayek aussi. Exactement, tout à fait. Alors, le dernier, le dernier salon auquel vous avez participé remonte à quand et qu'est-ce que vous avez exposé, Hassiba? Bon, généralement, je ne fais plus je ne fais plus de salon depuis très longtemps. D'accord. Je fais C'est des un choix? Oui, c'était un choix parce que des salons professionnels, c'est 2 collections par an, donc c'était un peu éreintant. D'accord. Les coûts sont très élevés. Donc l'idée était vraiment de me concentrer sur mes ateliers à l'intérieur du pays, développer ma marque qui est là, travailler sur des projets d'hôtellerie, travailler sur des projets où on peut faire de la série, où on peut parce qu'un artisan. Vous avez une autre vision, disons. Voilà, exactement. Voilà, c'est plus projets à réaliser. Voilà, exactement. Ça veut dire que moi, je produis 2 collections par an, printemps-été, automne-hiver. Après, j'ai des capsules. Par exemple, là, la dernière collection que j'ai réalisée, c'était pour Ramadan dernier. Donc, c'est des choses qui font partie comment on appelle ça, des éléments qui font partie du mois sacré, que ce soit l'Ohad, c'était une réinterprétation de l'Oha al madrasa coranique, avec le Khat al-Magharibi al-Mabsout, algérien, avec des Mouawidat ou Asma Allah al-Husna. Donc, c'est des choses qui font partie le pror aussi que j'ai développé avec les diffuseurs de. Non, le pror classique et le Bakhara. C'est-à-dire vraiment pas de diffuseur, complètement naturel, issu du patrimoine, avec des recettes qui se transmettent de famille en famille. Sur ce genre de produits, justement, durant le mois de Ramadan notamment, et pendant l'Aïd. Voilà, mais de toute façon, le pror, si on prend le pror, chaque pror est destiné pour une occasion. Le Mouled, le Baoui Sharif, Ramadan, l'Aïd, tout dépend des événements. Donc, les mariages aussi. Donc par exemple, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine, mais qu'on n'a pas. Donc, moi, j'essaye un peu de le faire sortir, de le mettre en avant. De le mettre en avant et dire qu'on peut avoir de très bonnes odeurs sans passer par des diffuseurs ou des comment on appelle ça, des bougies parfumées. C'est pas la même chose. C'est ça. C'est un truc naturel. Oui, qui est fait à base d'épices, de minéraux, de racines. Et chaque saison, parce que c'est différent, ça a une couleur différente, parce qu'il y a 4 saisons. Donc voilà, c'est tout ça qui est important. Et on peut même faire des potagers de ça. Exactement. Alors Hassiba, vous êtes ouverte un peu à tous les produits. On vous a vu dans la déco, on vous a vu dans l'habillement, mais aussi donc les bijoux, tout ce qui est accessoires aussi. J'ai fait une tentative. Une expérience. Non, parce que je trouve que le bijou algérien, il est extraordinaire. Il est d'une variété, du nord au sud, d'est en ouest. On a une variété de matières déjà, de coloris, de formats. Et puis chaque bijou raconte une histoire. Moi, je suis très sensible. J'ai beaucoup travaillé à l'extrême sud, donc je suis très sensible aux bijoux des Touaregs, la Khmeissa, donc je l'ai retravaillé. J'adore les bijoux des Aurès, le Msharraf, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. C'est pas une boucle d'oreille, elle décore l'oreille. Ça veut dire que déjà à la base, c'est une innovation. Donc je voulais le faire sortir un peu le moderniser sans le travestir. Donc l'idée était de l'intégrer dans des éléments qu'on peut porter tous les jours. Une boucle de ceinture, une broche, un pendentif. Donc l'idée était vraiment de les accompagner pour que ça soit quelque chose qu'on porte
tous les jours, que ce soit un accessoire du quotidien. Comme Khet al-Roh, que j'ai complètement transformé C'est ça. en On collier. a beaucoup de bijoux qui, justement, varient d'une région à une autre, Hassiba. Ah oui, oui, ben, complètement. Donc, le domaine du bijou, il est extraordinaire. Il y a même des bijoux, c'était, comment on appelle ça? C'était comme des armes pour pouvoir se défendre, parce que il y a des choses, et c'est en les revisitant, en les modernant, juste sans Un les, petit peu, ouais. voilà, sans toucher leur âme, parce que leur âme est toujours là. C'est comme ça qu'on peut les sauver, parce que les gens vont s'y intéresser. Dire, ah, tiens, ça c'est quoi? Tu vas raconter l'histoire de Khet al-Roh, comment la fille, elle avait honte de mettre le collier, parce que le collier il était trop petit, donc son père lui a dit, t'inquiète pas, tu le mets sur la tête. Et l'histoire, elle est belle, parce que ça a permis au couple de se marier. C'est une belle histoire d'amour, je trouve. Exactement. Alors, passons un peu, donc revenons plutôt à vos débuts. Donc, le design, votre premier amour, si on peut dire ça comme ça. Vous ouvrez la porte de votre atelier aux stagiaires en design. Et donc, le transfert de savoir-faire est très important pour vous. Oui, surtout pour ceux qui le recherchent, parce que là, c'était une binationale qui avait déjà travaillé à Eight Hisham sur le tissage. Elle avait un Shaima, d'ailleurs qui est à Alger, je crois, en ce moment, et qui voulait faire son stage en Algérie, et qui est venue, elle a touché à tout, elle était très contente. Elle est dans une démarche éco-design, donc elle fait du recyclage, elle a pu réaliser son prototype. J'ai fait des réunions avec sa chargée de stage, etc. Elle était très contente. Elle a dit, franchement, je pense qu'elle a eu le Ça meilleur peut prix. apporter Non, beaucoup, hein. parce qu'elle elle a touché à beaucoup de matières. C'est ça. Et il y a une telle diversité en Algérie. L'Algérie, c'est un continent. Ça veut dire que ce continent, il y a énormément de choses à faire. Comment on appelle ça? Le syndrome de la page blanche n'existe pas ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Merci beaucoup, Hassiba. De rien, c'était un plaisir. C'était donc un plaisir de vous recevoir cet après-midi. Bonne continuation Merci. dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Et puis, j'espère à très vite, Inch'Allah. Inch'Allah, Voilà, Inch'Allah. donc avant de passer à notre deuxième invité, je vous invite à voir ce reportage et on revient juste après.
Donc, après cette pause musicale, on reste dans le design avec notre deuxième invité et accompagné donc de Anissa Houssine qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Anissa. Bonjour Hasna, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Très bien. Abdeljalel, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Alhamdulillah. Alors, Très heureuse de recevoir Chieba Abdeljalil, c'est designer accessoires de mode. Franchement, c'est pour la première fois que je reçois un artiste comme lui. Je suis ravie parce qu'il est venu directement on a pour nous à Canal deux Algérie. plateaux de designers aujourd'hui. Donc ça Alors fait toujours là, plaisir. c'est la nouvelle génération qui va reprendre le flambeau. Il Hibel qu'il a eu énormément de titres. Il va parler de on va parler de son parcours et surtout de ses projets futurs. Abdeljalil, avec la question qui est C'est simple. Abdeljalel. Abdeljalel, C'est oui, Abdeljalel, Abdeljalel, donc on Chiba corrige. Abdeljalel. J'aimerais bien que tu racontes l'amour de l'histoire, des accessoires, de luxe et comment ce monde d'un architecte à designer, c'est quoi l'histoire? C'est une histoire passionnelle, on va dire, mais avant l'architecture, je pratiquais déjà dans le domaine artistique. Oui. C'est-à-dire que j'étais sur Alger en faisant mes études, j'accompagnais ça avec un parcours artistique où j'étais membre du collectif Esterbar à l'époque. Oui, à Blida. À Blida et à Alger, Alger. on faisait, ouais, exactement, et le collectif en question, il faisait la promotion d'artistes de partout d'Algérie, etc., qui lui offrait une plateforme pour s'exprimer. Donc Ouais. c'était essentiellement sur Facebook à l'époque, et on mettait en lumière des artistes comme ça, et c'est comme ça que je me suis, on va dire, mélangé au milieu artistique, où j'ai trouvé un endroit d'expression, etc. Et après avoir fini mes études, j'ai fait aussi un bachelor en design d'objets, Oui. donc toujours dans le milieu artistique. Et après, j'ai... Design d'objets et master et en marketing et aussi management de luxe. Exactement. Le parcours, parce que pour choisir ou faire cette spécialité, ce master, c'est quoi l'amour? C'est quoi qui t'a vraiment emporté pour y aller choisir cette branche? Eh ben, je pense que c'est l'amour de la création Voilà. elle-même, et le processus de création aussi, parce que ça apporte une sorte de bien. bien-être aussi. On revient Anissa juste après une L'appel. petite pause musicale et après on revient à notre invité. ما تواروا منا كي شافونا تحبينا فاتوا دخلوا بيناتنا واليوم تعادينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي وليلينا وليلينا وعلاش تخلينا حبيبي وليلينا وليلينا وعلاش تخلينا وإذا غضبان عليا ما يدوم الحوال ما دامت القلوب نقية وانت راس مالي علاش تمشي غزالي سهرة حلالي والله كي تكون فيها وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي وليلينا وليلينا وعلاش تخلينا حبيبي وليلينا وليلينا وعلاش تخلينا 1, 2, 3. سعديجة غزالي ليا ما دار عن قوال يبغيني دارني وانا
ليالي والله كي تكون. Donc cette pause musicale pour régler un petit problème technique et on revient à vous et à notre invité avec Anissa Houssine. Oui, chez Babdalé, si vous pouvez me continuer l'histoire que vous étiez en train de raconter par rapport à votre amour à l'architecture et le design de luxe. Oui, bah moi ma réponse elle est toute simple, c'est le processus de création et la recherche qui vient après, et aussi traverser cet espace-temps et créer quelque chose et voir la création née devant nous. Je trouvais toujours ça très passionnant et très intéressant à vivre comme expérience aussi. Voilà. Quand on voit le parcours entre architecte et designer de luxe, Oui. quelle est la relation qui relie entre un architecte et un designer, surtout le luxe? Oui, bah moi je dirais que l'architecture c'est un des fondamentaux de ce que je fais parce que je réfléchis autant qu'architecte. Oui. C'est-à-dire que tout ce que je visualise beaucoup en 3D D'accord. et ensuite je projette en 2D, donc c'est ce que j'ai appris à faire en école. Très loin de ce que je faisais, mais c'est juste, on va dire, la manière de s'exprimer est différente. Avant, je dessinais des bâtiments et aujourd'hui, je fais des œuvres d'art et de la mode. C'est ça le dialogue, la discipline entre l'architecture et le design Exactement, de c'est une luxe. question de logique, c'est une question aussi de comment on voit la chose, mais le processus, pour moi, il reste le même. D'accord. À quel moment vous avez vraiment compris que le design de luxe a vraiment a emporté ça par rapport à l'architecture ou d'autres disciplines? Je dirais que c'est quelque chose qui est venu vraiment par hasard, cette rencontre avec le luxe et avec le design d'accessoires, de mode et de vêtements. C'est vraiment une histoire de hasard où j'ai fait plein de rencontres dans ma vie et j'ai rencontré une styliste qui m'a demandé un C'est ce que je jour. voulais, l'histoire. Elle m'a rencontré un jour, elle est venue me voir avec une difficulté, elle m'avait dit ouais je trouve pas cette pièce et vraiment comme ça sans réfléchir je dis bah. C'était quoi comme pièce? C'était une pièce pour un édito de mode, pour un magazine. Et la pièce, elle m'avait montré un designer qui faisait des pièces assez particulières, assez artistiques, etc. Et je lui ai dit, bah, je pense que c'est dans mes cordes et je peux te réaliser ça, mais je suis allé sans réfléchir, je ne connaissais absolument rien sur la discipline. Ouais. J'ai regardé quelques tutos et c'est la logique architecturale qui a... Exactement, c'est une construction. Moi, quand je vois cette œuvre, je vois de l'architecture. C'est une construction et en fait, j'y suis allé franco. Est-ce que c'était un défi difficile pour vous ou J'adore les défis. J'adore les défis. Oui. Donc, dès qu'il y a un défi, je me sens un peu vivant et donc du coup, je me suis lancé dedans. Et une fois que je l'ai fini, je me suis dit, j'aime bien cette discipline. J'y ai passé, je crois, 150 heures ou 200 heures quand même. dessus et je me suis dit c'est de la méditation, j'aime bien parce que c'était vraiment très régulier, etc. J'ai retrouvé plein d'aspects que j'avais en architecture, mais aussi j'avais cette liberté que je n'avais pas en tant qu'architecte. D'accord. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour créer ces chefs-d'œuvre? Beaucoup de perles. Oui, exactement. La recette, elle est très très simple. Ouais. Donc, j'utilise pas du tout de tissu, j'utilise uniquement de la perle, du fil de nylon. C'est une touche algérienne? C'est une touche algérienne. Ça me rappelle, comme dans le désert, on tisse les paniers en osier, etc. Oui. C'est le geste de la main qui était important dans ce rituel de création. Et ce qui m'a fait rappeler aussi nos techniques traditionnelles. D'accord. Ouais. Quelle est votre signature? Ma signature. Alors, ma signature, moi, j'adore tout ce qui est forme organique. Signature artistique, oui, pas d'architecte. Oui, pour moi, c'est relié, c'est indissociable. Voilà. Dans ma tête, il y a une table ronde. Il y a l'architecte, il y a l'artiste, il y a le designer, et ça cohabite. Et en gros, pour moi, la touche, ça serait l'organique. J'ai toujours été fan des formes organiques, même quand j'étais architecte ou designer d'objets. Pour moi, la forme fluide et qui ressemble un peu, qui s'inspire le biomimétisme, ça s'inspire des formes qu'on retrouve dans la nature. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ma source d'inspiration. Voilà. Vous êtes installé donc à l'étranger, en Europe, depuis quelques années. Exactement, depuis 8 ans. Comment votre identité algérienne a-t-elle influencé votre vision de designer?
Moi, je dirais, mon identité, elle est tellement ancrée en moi parce que je suis né ici, j'ai grandi Il faut ici. dire de Blida. De Parce qu'il Blida, n'arrête pas de exactement. préciser de me dire je viens de Blida. De Blida, exactement. Je suis né à Blida, j'ai grandi là-bas et mon identité, bah, je l'ai pris avec moi, pas dans une valise, mais c'est moi l'identité. C'est ancré chez vous. C'est ancré exactement. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment essayer d'importer ce savoir-faire de la main, C'est en train de voir, oui. de la patience. Et pour moi, ce qui définit aussi nos traditions, c'est vrai qu'il y a les tenues traditionnelles algériennes, mais il y a tout l'envers du décor, c'est-à-dire la main qui tisse, la main qui brode, ces femmes qui tissent pendant des heures et des heures dans le silence. صنعة اليد. Sanat al-Yed, exactement. oui. Et pour moi, ça a été vraiment la première école du beau et du sacré, quand je voyais ma mère faire préparer ses broderies pour les mariages de mes sœurs, etc. C'est un artiste qui est né En fait, dans c'est une famille d'artistes. En fait, ce que je fais aujourd'hui s'inspire plus d'une mémoire collective, d'un souvenir d'enfance, que j'essaye de traduire d'une manière contemporaine et moderne pour qu'il puisse s'adapter à différents marchés. Ouais. Voilà. Vous avez remporté le prix du premier mandat Oui. en face 150 pays, et Enfin, il y avait 150 candidats et 40 Et 14 pays. pays. En La fait, distinction que vous avez prise, c'est quoi? alors, Elle c'était, représente quoi pour vous? c'est un honneur pour moi parce que j'étais le seul Algérien Oui. à l'avoir remporté. Il y avait d'autres pays, mais j'étais le seul Algérien et c'était vraiment un honneur. Et pour moi, c'était le début d'une belle carrière parce que c'est venu affirmer quelque chose que je faisais tout seul et avec mon réseau que j'avais et que j'essayais de développer. Et ça a vraiment mis en lumière ce que je faisais. Ouais. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, cette étape dans ma carrière. Le fait d'avoir remporté le prix de la mode du monde arabe a signé le début de quelque chose de Une nouvelle carrière. Exactement, enfin une nouvelle carrière. Et De nouveaux objectifs. exactement ce que je faisais par passion est devenu du jour au lendemain quelque chose de Concret. de concret, de professionnel. Qu'est-ce qui a distingué un peu, qu'est-ce qui vous a distingué votre travail par rapport à tous les 150 participants? Oui, tout et à fait. 40 Je pays. dirais, moi j'ai écrit mon projet que j'avais envoyé et je l'ai écrit en toute simplicité. Je dirais, j'ai pas été chercher très très loin, j'ai juste traduit mon parcours en étant très honnête et j'ai fait rentrer tout ça dans un petit dossier que j'ai envoyé et que j'avais écrit très simplement. Et je pense que je me suis exprimé avec cœur. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence vraiment dans ce concours. Et d'ailleurs, on a cité l'une des phrases que j'avais écrites dans mon dossier, que j'avais mis en gras parce que pour moi, ça résumait à peu près tout mon parcours, qui pour d'autres peut sembler très diversifié, mais pour moi, ça a été quelque chose d'assez évident. De passer de l'art à l'architecture, au design, au marketing, à la mode. Je pense que dans nos générations, c'est un parcours qui peut être compris parce qu'on n'est plus cloîtré dans ce système puisqu'on a étudié ça, donc il faut aller dans un seul chemin et continuer dans ce chemin, etc. Pour moi, c'est un monde d'opportunités, il faut essayer. Moi, je suis très curieux, donc je me suis dit jusqu'à mes 30 ans, je vais tout essayer. Tout ce qui me passe par la tête, c'est ce que j'ai fait. Et au final, j'enfile des perles. Donc, en gros... Et c'est beau, on est en train de voir. Ouais, je vous remercie. Et en C'est vrai... un travail à la main, à 100%. Oui. C'est le travail à la main, c'est ce qui me passionne, c'est de passer 300 heures. Un jour, j'ai montré ce travail à une brodeuse à l'étranger. Elle m'a dit mais vous êtes fou, monsieur. Et j'ai dit bah oui, j'ai été diagnostiqué passionné. J'adore l'anecdote. Bah oui, parce que c'est ça, parce que il y a des œuvres sur lesquelles je passe 400 heures et c'est un geste qui est assez répétitif. Oui. Donc sûrement, on est là en train de parler à soi, de se poser toutes les questions existentielles et de se rappeler de qui on est. Et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper passionnant et je pense que c'est ça qui fait que je tiens réellement à traduire ce travail de la main parce que ce qui se cache, c'est une énorme patience derrière. Justement, c'est un travail qui est généralement féminin, qui est le perlage, donc c'est féminin, c'est fait à la main par des femmes dans plusieurs générations. Oui. Et vous avez aussi un projet avec donc des artisanes. Oui.
Oui. qui Dans- vous C'est un tient à projet cœur futur. pour le Exactement. réaliser. Alors pour moi, l'atelier, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je crée un modèle économique. C'est-à-dire que j'ai ma passion, c'est vrai, je me suis jeté le premier, c'est-à-dire que j'apprends en faisant et en même temps, je crée un modèle. C'est-à-dire que j'essaie de créer vraiment ce système de transmission pour créer une structure et ensuite venir greffer plusieurs secteurs qui vont faire que l'atelier puisse vivre et avancer. Et l'une des greffes que j'ai envie d'associer, c'est bien sûr mes origines. J'ai envie de créer, donc ce sera dans le futur, Ouais. rien n'est encore fait, mais ça me tient à cœur parce que je me disais, c'est un projet que j'ai esquissé autour par connaissance de cause. Je sais qu'en Algérie, il y a beaucoup de femmes artisanes qui ont un savoir-faire. Et qui sont invisibles. et qui Et là, sont vous voulez mettre invisibilisées. ces femmes Exactement. à... Exactement, je veux mettre à profit lumière. ce que je suis en train de créer et de ramener des femmes qui sont dans une situation de précarité, invisibilisées, celles que son mari ne laisse pas travailler ou qu'elle a des enfants et qu'elle ne peut pas les laisser à la maison. Donc le modèle, c'est un modèle de télétravail. Donc là, je vais encore revenir sur l'architecture. Donc Oui. j'esquisse des plans que je peux envoyer en dématérialisé et c'est-à-dire que il y a Elles créent elles leur- peuvent oui. exactement Créer Leur à partir touche de chez personnelle. elles. Oui. exactement. En fait, c'est un projet qui est en plein réflexion, dans le sens où j'ai envie de puiser dans leur savoir-faire. Ne pas leur imposer une technique, parler avec ces artisanes ou artisans, enfin les deux. Mais j'aimerais commencer par les artisanes quand même, pour l'émancipation par le travail et l'émancipation économique aussi. Mais j'aimerais puiser aussi dans ce savoir-faire parce que l'Algérie est un pays très riche culturellement et dans chaque région on a une technicité qu'il n'y a pas dans l'autre région. Oui. Et j'aimerais inverser un peu les rôles où elles deviennent actrices Oui. directement du processus et qu'elles se voient défiler dans des podiums à l'international, pourquoi pas. Inch'Allah. Si on Inch'Allah. parle d'être, vous étiez aussi finaliste à la Maison du Monde méditerranéen, à cette Oui. expérience, qu'est-ce que vous avez pris de Exactement. cette belle expérience? Et ben, c'était une expérience incroyable aussi, c'était une expérience à l'international Ah, oui. où pareil, il y avait beaucoup de participants et moi j'ai envoyé mon dossier toujours en parlant de l'Algérie et le projet que j'avais envoyé c'est justement l'atelier satellite que je veux développer en Algérie et à délocaliser le savoir-faire. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup cette culture du savoir-faire et j'aimerais que l'Algérie devienne acteur de ce savoir-faire et qu'on importe la petite main invisibilisée à l'international, pourquoi pas, c'est un rêve. Ouais. Peut-être qu'il deviendra réalité dans un futur proche. Moi, j'aimerais bien que vous nous parlez brièvement, parce que le temps, je sais qu'on n'a pas Oui, beaucoup de temps par oui, il nous rapport à reste votre 4 minutes. expérience avec Stéphane, la maison Stéphane Roland. Oui. La collaboration, elle s'est faite comment? Et qu'est-ce que vous avez acquis de cette belle expérience? Alors, l'expérience Stéphane Roland, c'était l'une des expériences les plus Remarquable. enrichissantes. Ouais. Enrichissante parce que ça touche vraiment au domaine de la haute couture dans le calendrier officiel. Donc tout est millimétré. Oui. Donc on n'a quasiment pas le droit à l'erreur. Tout est chiffré, tout est réfléchi en amont, tout est étudié en amont. Donc pour moi, c'était un petit coup de pression quand même. Mais pareil, je me suis jeté. Allez, j'ai un challenge. Voilà, exactement. Il adore les challenges. Bah, oui, j'adore ça. Et j'ai accepté le projet et je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à travailler avec ce standing-là. Et là, on est vraiment dans le luxe. Et c'était une expérience que je répéterai volontiers. Qu'est-ce qui définit pour vous le luxe dans un monde constant en Constante évolution? évolution. Le luxe, pour moi, le luxe, c'est le savoir-vivre qu'on adapte à un mode de vie qu'on a actuellement. Et le luxe s'inspire directement de la société. Donc on peut prendre quelque chose qui peut sembler Banal. Parce que le banal, marché de anodin. luxe, il est très exigeant. Exactement. Voilà. Il suffit de le revoir avec des standards et une étude approfondie et de partir vraiment là où... Des petites touches qui peuvent Exactement. faire la Voilà. différence. Voilà, et Mais de comment partir vraiment avez-vous dans le pu détail. trouver votre place, surtout que vous venez dans un monde d'arabes? Je me la suis créée.
D'accord. Oui, en fait, pour moi, C'est un combat au quotidien, c'est un grand Exactement. combat au Oui, oui. quotidien. Exactement. En fait, je me suis créé ma place parce que cette discipline, je suis en train de la créer Oui. en même temps d'avancer dans ma carrière. Le tissage de perles, les gens, forcément, ils n'y vont pas parce que ça prend beaucoup de temps. La source d'inspiration réellement, c'est l'architecture ou le design? Je vais pas faire de jaloux, je dirais les deux. Je dirais les deux. C'est la culture, c'est les matières, c'est l'émotion. C'est la discipline, D'accord. surtout. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la discipline d'y aller directement et de ne pas avoir peur de la quantité de travail que ça nécessite. Et on En travaille tout cas, beaucoup. les deux métiers, Ouais. vous êtes artiste dans tous Exactement. les cas, C'est beaucoup de discipline, je design dirais. ou architecture. Voilà. Y a-t-il vraiment une création que vous êtes vraiment fier de cette belle création? Parce qu'on on a toujours une création qui est vraiment unique, qui nous touche par le fait d'avoir fait ce travail par émotion. Et le sourire Ou d'un en dit long. oui. Moi, je dirais plus que c'est connu chez les artistes, c'est des éternels insatisfaits. Oui. On est en mouvance, on est en émotion avec ce qu'on fait, avec ce qu'on crée, et dès que c'est fini, on le voit, on a ce petit boost d'adrénaline. Ouais. Et après, on se dit, on peut faire mieux quand même. Non, Donc, mais le fait que vous c'est- avez un master marketing management de luxe, c'est quoi la formation qui influence le plus par rapport dans le monde de le luxe? C'est le marketing, c'est l'architecture ou le design? Voilà, moi je fais reciter la table ronde parce que vraiment pour moi à l'intérieur c'est une table ronde, ils sont tous là l'un à côté Ouais. de l'autre. Mais je dirais plus, moi je réfléchis plus à l'architecture parce que c'est vrai que quand on dit architecture c'est l'art de construire. Oui. Très bien. Mais quand je pense à l'architecture c'est aussi l'art de construire mais quoi? Est-ce Très que bien. vous avez une Merci créative? beaucoup, Anissa. Une On dernière arrive à la- question. on n'a plus le temps, Anissa. Commercial ou pas? Moi beaucoup commercial. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous Abdeljalal. remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, je suis Anissa, honoré. merci pour Merci. le choix de J'aurais aimé avoir l'inviter. plus le temps parce qu'il y a plusieurs questions. Inch'Allah, Et à on une va le autre voir aussi occasion. Bonne continuation, Merci Abdeljalal. beaucoup. À Merci. très vite, Inch'Allah. Et Inch'Allah. puis, donc voilà, c'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Rendez-vous est pris demain, même heure, même station. Au revoir. وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فيك